Au milieu des années 70, les médias évoquaient de plus en plus souvent l'existence du crime organisé à Hambourg, voire de la mafia. Mafia-Methoden in der Bundesrepublik nach dem Motto, was nicht sein kann, das nicht sein darf, wurde von den zuständigen Stellen in der Hansestadt Hamburg lange Zeit kein Anlass für Aufregung gesehen, obwohl sich die Indizien häuften, dass sich auf St. Pauli organisiertes Verbrechen breit macht. À l'époque, l'Allemagne contrôlait la prostitution. Mais dès qu'on parlait de Hambourg et de criminalité, on pensait à St. Pauli. C'était un lieu de débauche, mais malgré tout, il y régnait une atmosphère traditionnelle de centre-ville, car des gens normaux y habitaient. Mais le quartier était réputé dangereux. Il était surtout malfamé. Les années 70 ont vu se multiplier les enseignes lumineuses aux couleurs criardes. Les parkings débordaient de bus venus de toute l'Allemagne de l'Ouest. On l'a oublié, mais c'était l'époque où les troupes de l'OTAN étaient envoyées chez nous. Quand un porte-avions américain débarquait 2100 matelots, ils étaient harponnés à grand bruit par les rabatteurs de St. Pauli, qui les invitaient à assister à tel ou tel spectacle porno. Les grandes boîtes à striptease étaient tellement bondées qu'on n'y tenait que debout. On l'associait souvent à un quartier dangereux et malsain. L'ambiance qui régnait à St. Pauli n'était pas du goût de tout le monde. Moi, c'est là que je voulais travailler. Je venais du sud de l'Allemagne. Je parlais le dialecte de ma région. J'avais grandi dans une commune de 900 habitants où tout le monde se connaissait. On était entouré de vignobles, de prairies et de forêts. Il n'y avait qu'une seule petite ville à proximité. Je voulais absolument partir. J'aspirais à la vie dans une grande ville. À cette époque, St. Pauli était encore St. Pauli. Tout le monde était accepté, peu importe ce qu'il faisait. Que ce soit les souteneurs, les prostituées ou même les policiers, on acceptait tout le monde, quel que soit son milieu ou son mode de vie. Même les travestis qui se produisaient à St. Pauli. C'était pourtant assez choquant pour l'époque. Mais eux aussi, on les acceptait. Moi, j'ai été la première femme à entrer à la David Wach, le commissariat de Hambourg, et à patrouiller à St. Pauli. Personnellement, je n'ai jamais aimé ce quartier. Je le trouvais poisseux. Parfois, on avait des collègues qui venaient à Hambourg. Ils travaillaient sur l'île de Sylt, par exemple. On faisait une partie de foot et on les emmenait au Salammbô, voir des spectacles. Certains venaient avec leurs copines. Il fallait les voir, les yeux écarquillés. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils étaient contents qu'on leur montre St. Pauli. C'était des spectacles de très bonne qualité, avec des acteurs, des professionnels de la scène. C'était un peu de l'acrobatie sexuelle. Ouais, on peut dire ça. Viele schimpfen auf diese Stadt. Der Himmel ist grau, Nebel liegt über dem Wasser. Hier ist Wut, Härte. Der Hamburger ist eben ein bisschen anders. Quand j'étais gamin, je voulais prendre la mer.
J'avais lu beaucoup de romans sur les marins, et j'en connaissais quelques-uns qui naviguaient. Quand ils revenaient, ils faisaient l'éloge de tout ce qu'ils avaient vu. Je m'étais déjà renseigné sur la marine, les conditions pour y entrer. Je voulais même interrompre mes études. Le bac n'était pas indispensable. Et un jour, j'ai découvert un tout autre monde par le biais de la télévision, celui du crime, des enquêtes, des détectives. Alors j'ai lu toutes les aventures de Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Je les trouvais fascinantes, parce qu'on n'y parlait pas de meurtre ou de bain de sang, mais chaque affaire était résolue grâce à la réflexion, à la combinaison des pistes, aux preuves en lien avec les faits ou les protagonistes. Ça me fascinait. Sankt Pauli, dans ces années-là, c'était les bas-fonds criminels de Hambourg. C'était une époque prospère pour les proxénètes, ces ordures qui s'en mettaient plein les poches. Chaque matin, ils repartaient avec des brouettes remplies de billets. Il faut dire que le parrain de Sankt Pauli, Wilfried Schultz, possédait plusieurs casinos dans le quartier. Le proxénétisme était très lucratif. Il était synonyme de débauche et d'hypocrisie. La pornographie était interdite et chacun voulait goûter à ses interdits. La normalité, c'est ce que le grand public connaît. On a une victime, les enquêteurs arrivent sur le lieu du crime et ils cherchent le coupable. Chez nous, c'était le contraire. On savait que parmi un certain nombre de personnes, certaines étaient coupables. On ne savait pas encore quelles infractions elles avaient commises, mais on savait qu'elles étaient coupables. Alors on enquêtait sur elles. Le nom de Schultz était déjà sur toutes les lèvres. Tout le monde le connaissait. Était-il un parrain, une sorte de big boss qui influençait la criminalité dans le quartier, ou du moins la prostitution? Il avait les cheveux bruns, un visage très sérieux, plutôt bel homme, pas très grand, mais il dégageait quelque chose quand il arrivait. D'ailleurs, il n'arrivait pas, il apparaissait. Je dois beaucoup à Wilfried, je dois le reconnaître. Je l'appelais Wilfried et il m'appelait Kalle. Mais au début, je l'appelais Monsieur Schultz. Il disait non, appelle-moi Wilfried. Il m'aimait bien, j'étais un peu son protégé. Il me tutoyait. Quand il appréciait quelqu'un, c'était le meilleur ami dont on puisse rêver. Il était généreux et toujours prêt à aider. Bien sûr, on lui rendait tel ou tel service en contrepartie. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il disait... Certains font appel à un avocat, d'autres viennent à moi. C'est aussi simple que ça. Très souvent, il se faufilait dans le jardin et frappait du poing sur la porte-fenêtre en criant « Police, ouvrez !» Et bien sûr, mon père sursautait. Et moi, je me disais « Tiens, voilà Wilfried !» Et il entrait par la terrasse. Wilfried Schultz habitait à 5 minutes de chez nous en voiture. On était très souvent chez lui, surtout parce que Wilfried avait une piscine. J'y ai passé beaucoup de temps enfant. J'y ai même appris à nager. Il fallait voir la déco intérieure. On se serait cru dans un château. Tout était très pompeux, avec plein de fioritures dorées. Toute la plomberie était dorée dans ces salles de bain. Il avait plusieurs tapis persans, empilés les uns sur les autres. Des sofas luxueux, comme c'était la mode à l'époque. Du moins pour ceux qui en avaient les moyens. Pour schématiser, c'était un peu comme dans la série télévisée Dynasty. Wilfried Schultz faisait appel au service de mon père. Il récupérait des sommes d'argent auprès de certains emprunteurs.
Uwe Dakota, c'était un type de 120 kilos, grand, chauve ou dégarni sur le sommet du crâne. Vu son gabarit, il portait toujours un pull à col roulé avec une large veste en cuir. Et il avait une sacrée poigne. J'ai un souvenir marquant du jour où je suis entré au CP. La maîtresse a demandé à tous les enfants quelle était la profession de leurs parents. Quand mon tour est arrivé, je n'ai pas su quoi répondre. Évidemment, les autres enfants ont rigolé. Le soir, j'en ai parlé à mes parents. Mon père m'a demandé ce que j'avais répondu. J'ai dit « Je sais que tu travailles à Sankt Pauli ». Et mon père a ajouté « Oui, et on a des casinos sur la Reeperbahn. Si ta maîtresse te repose la question, tu pourras lui dire que ton père est commerçant et qu'il a un casino sur la Reeperbahn. » Wilfried Schulz avait des pions un peu partout, mais surtout dans la prostitution. Il était très prudent et veillait à ne jamais se salir les mains. Il avait ses proxénètes, mais il acceptait que ses amis aient leur propre fille et leur propre maison close. Il s'est toujours débrouillé pour ne pas avoir d'ennemis. Und hier der Mann, der nach unseren Informationen den größten Einfluss in St. Pauli haben soll, ein Gaststättenbesitzer. Dass Leute sich geschlagen haben. Jawohl, das stimmt, aber es haben sich nur Leute im internen Kreis auf St. Pauli geschlagen. Keine Touristen und keine Besucher wurden belästigt. La question revenait de plus en plus souvent dans les médias. Les services de police protègent-ils le milieu de Sankt Pauli? Y a-t-il une forme de complicité? Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que dans notre société, en Allemagne fédérale, il doit y avoir deux institutions dont l'intégrité ne saurait être remise en cause. Il s'agit de la police et de la justice. Il y avait quelques personnes assez particulières chez nous. J'avais un collègue, par exemple, dans mon service. Je lui dis « Comment ça va, Wolf ?» Il me répond « Ah, si tu savais, j'ai reçu un courrier de l'avocat, il faut que je fasse un test ADN. » Ah bon, pourquoi? À cause d'une entraîneuse qui travaille dans un bar sur la Reeperbahn. Elle a eu un enfant et elle dit que c'est moi le père. Voilà, on avait ce genre de cas dans notre service. J'avais aussi un collègue qui avait une liaison avec une prostituée. Quand elle faisait le trottoir, il s'absentait pour aller récupérer l'argent des passes. Malheureusement, l'être humain est comme ça. On trouve ce genre de cas partout. Kann man sagen, dass die Unterwelt wichtige Kriminalbeamte in ihrer Hand hat? Aufgrund des mir bisher bekannten Materials und aufgrund der Aussagen von Informanten, die nicht nur aus der Bundesrepublik Deutschland kommen, kann ich Ihre Frage nur bejahen. Ich kann auch hinzufügen, dass hochkarätige Kriminelle mir bestätigt haben, dass, wenn die ganz großen Sachen laufen sollen, man das bitteschön in Hamburg tun solle, weil dort Einfluss auf die Polizei genommen werden kann. J'ai consulté mon chef à l'époque où j'étais commissaire principal. Je lui ai dit « Monsieur Zulsdorf, pensez-vous que le crime organisé ait fait son nid à Hambourg ?» Il m'a répondu qu'il n'y avait pas de mafia à Hambourg, en aucun cas, que ce n'était que des absurdités, des histoires fantaisistes. Un jour, on a entendu dire que notre vénéré chef Hans Zulsdorf avait des contacts avec Wilfried Schulz. Pour nous, c'était le nerf de la guerre. On a laissé tomber toutes les autres affaires. Si c'était vrai, ça voulait dire que le grand chef de la sûreté de Hambourg était dans le camp adverse. Quand ça s'est embrasé et qu'on a compris que le chef de la police criminelle avait en effet un lien étroit avec le parrain de Sankt Pauli, Wilfried Schulz, mon collègue, Peter Reichard, a été réquisitionné comme agent infiltré. Seit etwa einem Jahrzehnt versucht eine kleine Gruppe von Polizei- und Kriminalbeamten, Hamburgs Spitzenpolitiker
Hamburgs Polizeiführung davon zu überzeugen, dass es hier einen sogenannten Sumpf gibt, den es gilt, trocken zu legen. Haben Sie nicht Angst, demnächst auch einer der toten Zeugen zu sein? Natürlich habe ich Angst. Das wäre lächerlich, dieses nicht zuzugeben, aber ich hoffe, dass dies eben nicht passieren wird. Sa mission était de filer M. Zuhldorf, de l'espionner en dehors des heures de travail. La plupart du temps, il allait boire 2 ou 3 bières, et il paraissait parfois très nerveux. Cette mission ne nous enchantait pas, mais il fallait absolument qu'on sache. Et le cas échéant, qu'on le disculpe. Quand on l'a filoché, pas une seule fois on ne l'a vu avec Wilfried Schultz. Je ne pouvais pas l'exclure avec certitude, mais nous n'avons pas réussi à le prouver. Mais ne pas réussir à le prouver, ça ne signifiait pas que ce n'était pas vrai. Qui est Wilfried Schultz? Comment s'est-il hissé à un tel niveau de pouvoir? Il prenait souvent l'avion pour les États-Unis. On pensait que c'était en lien avec la boxe et son métier d'agent, mais on a compris que ces voyages avaient de toute autre motivation. Wilfried Schultz avait en effet un lien étroit avec la mafia. Le résultat des investigations nous a très vite conduit à la question: y a-t-il un lien entre les criminels de Hambourg, qu'on connaissait déjà, et le crime organisé aux États-Unis? Apparemment, oui. On a tout fait pour ouvrir une enquête judiciaire sur Wilfried Schultz, ce qui n'était pas chose aisée. On a tenté de mettre en place une surveillance téléphonique. Pour commencer, ils ont placé des micros dans le bar de Wilfried, le Chéri. Wilfried possédait un club qui s'appelait le Chéri. À mes yeux, c'était un établissement merveilleux. Il n'a jamais voulu reconnaître que c'était un lieu de prostitution, un bordel encore moins. Je me suis rendu plusieurs fois au Chéri pour des raisons professionnelles, strictement professionnelles. J'ai trouvé que c'était un établissement convenable. S'il était question de légaliser la prostitution, c'est sous cette forme qu'il aurait fallu le faire. Hinter hohen Mauern abgeschirmt, arbeiten sie im großen Stil. Sie hantieren an Drähten und fischen im Äther nach allen Signalen, die ihnen verdächtig erscheinen. À l'époque, pour la surveillance téléphonique, on avait un magnétophone Uher à bande magnétique et un casque qui faisait penser à Mickey. C'est comme ça qu'on nous appelait. Et si quelqu'un du commissariat montait à l'étage, il fallait tout faire disparaître. Personne ne devait savoir ce qu'on faisait. Quand sa femme l'appelait et disait « Ça va mon chéri ? Quand est-ce que tu rentres ? Fous-moi la paix. Tu verras bien quand je rentre. En attendant, prépare-moi un bon repas. » Il la traitait un peu comme une domestique. On l'a mis sur écoute téléphonique pendant plus d'1 an. La première surveillance téléphonique de Wilfried Schultz nous avait révélé qu'il était en contact avec Uwe Carstens et d'autres, à la suite de quoi nous avons mis 7 ou 8 autres personnes sur écoute. Même au téléphone, Wilfried Schultz a toujours été très discret. Bien sûr, on avait toujours des doutes sur la sincérité des échanges, sur les éventuelles tentatives de brouiller les pistes. Qui n'a pas rêvé un jour d'intercepter des aveux ultra confidentiels ou dangereux? Mais ils étaient assez malins pour ne rien révéler au téléphone.
Ils avaient mis les bureaux du shérif sur écoute au sous-sol. C'est là que les discussions se tenaient sur les combats de boxe, entre autres. Mais un jour, on a découvert le poteau rose. Wilfried Téflon, comme la poêle qui n'accroche pas. Une vieille expression mafieuse. Il était impossible à attraper, ou alors il était très vite libéré, au pire après une courte garde à vue. Wilfried Téflon. J'étais policier en civil dans le milieu de la prostitution et ma mission consistait à limiter le plus possible la criminalité, à me trouver en permanence, de jour comme de nuit, dans le noyau dur des proxénètes pour mieux les contrôler. Il faut savoir que Sankt Pauli, c'était les bas-fonds criminels de la ville. Et le club Zur Ritze, sur la Reeperbahn, était l'épicentre des mâles alpha du milieu. Zur Ritze est composé de 3 espaces. À l'entrée, le bar avec des alcools forts, de la bière et des films porno. En bas, l'école de sport avec le ring de boxe. Et au fond, une pièce destinée aux copains, où on se retrouve après l'entraînement pour discuter. En allant vers les toilettes, il y avait un rideau. Seuls nos gars pouvaient passer derrière. C'est là qu'on se retrouvait pour discuter. C'est là que se concentraient tous les mâles alpha du quartier rouge. On y concluait des affaires, on y échangeait des objets de contrebande ou d'autres issus des cambriolages. On y vendait des filles et des zones de racolage à d'autres souteneurs ou à d'autres bordels. On y faisait toutes sortes d'affaires. 80.000. Ich spreche morgen mit meiner Bank, wie es mit der Finanzierung ausschaut. Et si un client assis dans la première pièce, ceux qui regardaient les films porno, était trop curieux et avait le malheur de passer sa tête derrière le rideau, il était aussitôt remis à sa place, sur un ton qui lui passait l'envie de recommencer. Je prenais un malin plaisir à ouvrir le rideau et à entrer dans la pièce sans me faire renvoyer sur le champ. À l'époque, j'avais des cheveux qui tiraient vers le roux. On m'avait donné le surnom de renard roux dans le milieu. Mon associé était surnommé le Rapide, car c'était un excellent coureur de 400 mètres. Le renard roux a passé sa vie à me détester. Moi non plus, je ne l'aimais pas, et je ne m'en suis jamais caché. Déjà, à l'époque, je n'étais pas très coopératif. Je n'avais rien à me reprocher, je pouvais me le permettre. Je ne faisais pas dans le proxénétisme. Je n'avais rien à craindre de personne. Je connaissais toutes les pointures du milieu, des gorilles au mâle alpha, en passant par les hommes de main et les rats qui leur obéissaient. Tandis que d'autres enfants rendaient visite à leur famille, moi, j'allais sur la Reeperbahn avec mes parents. Les portiers me disaient bonjour, les passants saluaient ma mère ou mon père. C'était comme une grande famille. Quand on allait chez le boucher, il me donnait une saucisse. Mon quotidien était comme dans les autres familles. Sauf que dans la mienne, on était armés. Mon père me l'a expliqué très tôt. Écoute, ces armes sont là pour notre sécurité. Il ne faut pas jouer avec. C'est dangereux. Je savais qu'il y avait un fusil à canoncier sous le lit de mes parents et un revolver dans la table de chevet. Et dans le mur de la salle de bain, mon père avait fait construire une cachette par un architecte d'intérieur. Il y avait aussi une arme dedans.
Dans ma situation, je ne pouvais jamais me sentir en sécurité, mais je n'avais pas peur. Même si j'endossais une grosse responsabilité à l'égard de ma famille. Il m'arrivait de me mettre en danger, comme lorsque je me suis fait tirer dessus par un tueur professionnel. Le 13 décembre 1980, on prenait notre service en milieu de journée. Et on a appris qu'un malfaiteur prévoyait de braquer la bijouterie Wempe. Le cambrioleur est entré dans un bar et on l'a suivi. Il y avait environ 15 ou 20 personnes dans le bar, tous un peu éméchés. Le gars qu'on devait appréhender était au milieu de la foule. Je lui ai tendu mon badge de policier, puis tout est allé très vite. Il est devenu nerveux, a plongé la main dans sa poche de pantalon. On a sorti un pistolet qu'il a pointé sur ma poitrine en criant « Main en l'air !» Et avant que j'aie pu réagir, mon associé s'est jeté sur lui. Mais il avait déjà tiré. La balle est passée tout près de mon oreille gauche pour aller se planter dans le plafond. Les clients du bar n'ont rien remarqué, tellement la musique était forte. Mais le gars a tué un jeune homme de 27 ans qui est tombé à mes pieds. J'avais déjà sorti mon arme et il avait pointé sur l'assassin. Mais j'ai remis le cran de sûreté de peur de blesser mon collègue en cas de confusion générale. J'ai asséné un coup de crosse tellement violent sur la tête du gars que mon associé a pu lui prendre l'arme des mains. Une fois qu'on lui a passé les menottes, je me suis faufilé dans un coin derrière le jukebox. Et j'ai pleuré à chaudes larmes. Oui. Die Kriminalität in Hamburg ist im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Bis heute Abend verzeichnet die Polizei 49 Fälle von Mord und Totschlag und bald ebenso viele versuchte Tötungen. Eine alarmierende, bisher in Hamburg nicht gekannte Jahresbilanz. Die Aufklärungsquote ist die schlechteste seit 10 Jahren. Das ist einer der betrüblichsten Punkte der Hamburger Kriminalstatistik für das vergangene Jahr. Wie sicher lebt man noch in Hamburg? Nimmt die Zahl der Gewaltverbrechen ständig zu? Kann man sich abends noch allein auf die Straße oder in die U-Bahn trauen? Ce qui caractérise Hambourg et qui la distingue des autres villes en Allemagne, c'est son grand port de commerce. Beaucoup de marchandises entrent et sortent, et pas que des marchandises légales. Ensuite, il y a son fameux quartier rouge. Tout ça, ce sont des aimants. C'est ce qui attire notre clientèle, si je peux m'exprimer ainsi. Les statistiques avaient moins d'importance que le sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, on ne pouvait plus le garantir. Hambourg a toujours été une ville social-démocrate. Ça a commencé à vaciller avec l'arrivée de la criminalité et de la drogue dans les années 80. Quand les toxicomanes se sont mis à envahir la gare centrale. Les junkies traînaient dans le métro, des gamines de 12 ans se prostituaient pour de la drogue. Ça faisait la une des journaux.
Ces reportages nuisaient au Parti social-démocrate, qui préférait prétendre que tout allait bien à Hambourg. En Bavière, les Munichois n'en croyaient pas leurs yeux. Quoi? En plein centre-ville? Et la police ne fait rien? Pour eux, c'était impensable. Der Besuch des Kanzlerkandidaten der Union, Franz Josef Strauß, bei den Nordlichtern löste heute Abend den größten Polizeieinsatz seit Jahren in Hamburg aus. 3000 Polizisten riegelten die Merkhalle ab. 15.000 demonstrierten gegen den Kandidaten. Mit einer Großveranstaltung in der Ernst-Merck-Halle eröffnete der Kanzlerkandidat von CDU und CSU, Franz Josef Strauß, gestern Abend in Hamburg die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes. Vor mehr als 6.000 Zuhörern zog Strauß eine Negativbilanz der sozialliberalen Regierungsarbeit. J'étais à ce congrès, pas en tant que policier ni pour une intervention, mais parce que ça m'intéressait. Je n'étais pas pour Strauß, je ne pouvais pas le sentir. Je voulais surtout voir comment il serait accueilli à Hambourg. Wer durch akustischen Terror oder physischen Terror einem politischen Gegner das Reden unmöglich machen will, der ist ein Terrorist, meine Damen und Herren. Strauß défendait tout ce qu'il y a de plus antidémocratique, rétrograde et antilibéral. Même physiquement, il était antipathique. Son côté mastoc, sa façon de parler. Pour les gens de Hambourg, il était répugnant. Aber als Sie in München, als Sie in Nürnberg davon sprachen, Bayern hätte vom Bund 140 Milliarden Mark in 10 Jahren bekommen, ich habe das an Ort und Stelle dann korrigiert werden mussten. Die Länder hätten, alle Länder korrigiert werden. Ich habe selbst meinen Versprecher im selben Satz korrigiert. Und als Sie dann da 40 Milliarden Bleiben Sie mal fair, Sie das stimmt doch beides nicht. Wort im Munde. Das stimmt doch. Bleiben Sie mal anständig. So unanständig, wie Sie in der Auseinandersetzung der letzten Monate geworden sind. Das hätte ich meinem Leben mir nicht vorstellen können. Wer hat denn das gesagt, dass der andere in die Nervenheilanstalt gehört, Herr Strauß? Das waren Sie. Ich habe gesagt, also Helmut Schmidt, c'était quelqu'un. On le surnommait la grande gueule. C'était un sacré bonhomme. Quand on a été appelé aux urnes, je n'ai pas hésité un seul instant. Pour moi, c'était Schmidt, bien sûr. Mais en Allemagne, il y a une disparité entre le Sud et le Nord. On dit que les Allemands du Sud sont plus conservateurs que ceux du Nord. C'est pareil dans la police. Pourtant, en tant qu'agent de l'ordre public, je devrais être pour les chrétiens démocrates, qui sont beaucoup plus attachés à la sécurité intérieure. Sie müssen immer versuchen, anderen Leuten Angst zu machen. Den alten Leuten wegen der Rente, den jüngeren Leuten wegen ihrer Kinder, die sie angeblich nicht mehr ernähren können. Hier versuchen Sie Leute, die Geld gespart haben, Angst zu machen. Organisierte Kriminalität kann nicht über Jahre bestehen, wenn die polizeiliche Arbeit richtig funktioniert. Und genau hier, so befürchten zahlreiche Kripo-Beamte aus Hamburg und Umgebung, herrschen verheerende Missstände. Wiederholt mussten sie erleben, dass Razzien ergebnislos blieben, wahrscheinlich verraten. Man spricht von dem Leck von St. Pauli. Ça ne faisait aucun doute qu'on avait des structures criminelles à Hambourg, qu'on avait de la prostitution, de la drogue, de la criminalité économique. Le crime organisé s'était installé, peu importe sous quelle forme. Notre rôle, c'était d'essayer de le quantifier, d'évaluer si on pouvait encore le combattre. S'il était déjà implanté en haut de la pyramide, on savait que ce serait difficile. Schulz und Zülsdorf stehen seit Jahren in Verdacht, gemeinsame Sache gemacht zu haben. Jetzt zum ersten Mal ein Papier, das Zülsdorf öffentlich belasten könnte. On a entendu dire que Zülsdorf avait signé une reconnaissance de dette de 200 000 marks. Une dette qu'il avait envers Schulz. Et qu'une vidéo montrait Zülsdorf dans la villa de Schulz, dans une piscine avec des prostituées. Es sind ja keine Fakten, keine Zeugen und dergleichen angegeben, sondern sind ja alles nur Vermutungen. On n'avait qu'une hâte, c'était de mettre la main sur cette vidéo et sur la reconnaissance de dette. Avec 5 ou 6 collègues, on a tenté de trouver la reconnaissance de dette au Chéri. C'est là que Wilfried Schulz gérait ses affaires de promoteur de boxe. Sur son mur, il y avait une grande feuille en format A3
avec les noms des gens qui avaient droit à des entrées gratuites. On pouvait y lire de grands noms de la politique et de l'économie. Schulz s'est assis à son bureau et on a compris qu'on ne trouverait rien. Au bout de 3 quarts d'heure, les collègues ont préféré partir. C'était un coup dans l'eau. Herr Zülsdorf, warum haben Sie diesen Vermerk gemacht, den Hinweis auf einen Zeugen, der Sie möglicherweise belasten könnte? Ich habe mir Gedanken gemacht, wer könnte der Urheber dieses Gerüchtes sein, und bin zu der Überzeugung gekommen, das sei wohl Herr Ulrich. Helmut Ulrich était un gars du quartier. C'était un gars bien, une sorte de baroudeur au grand cœur. Il voulait débarrasser Sankt Pauli de la racaille. C'était sa raison de vivre. Il disait « Je suis né dans ce quartier, c'est là que j'ai mon commerce. Ce qui se passe ici me révolte, tous ces meurtres et ces crimes. Je veux débarrasser le quartier de la racaille. » Évidemment, la police faisait appel à des gens fragiles pour collaborer, pour avoir plus d'emprise sur eux. C'est comme ça que les micros étaient installés. Un jour ou l'autre, les indiques craquaient et lâchaient le morceau. Les policiers ne sont pas idiots. Ils cherchent les gens qui leur livrent des infos. C'est leur boulot. Et on le savait. Alors on se tenait à carreau. Et celui qui dérogeait à la règle était dégagé, tout simplement. Il y avait une règle d'or à l'époque de Wilfried Schulz, qu'on surnommait le parrain. S'il avait une priorité, c'était de faire la loi sans armes. Tout se réglait avec les poings. Et ce qui ne pouvait être résolu avec les poings se réglait avec sa loi. Et l'affaire était réglée. Un jour, Ulrich est venu nous dire que 2 personnes l'avaient menacé. Il supposait qu'on voulait se débarrasser de lui. Je lui ai dit, le plus important, c'est que tu restes en vie s'ils t'ont démasqué. On pensait que c'était juste un avertissement. Et quelques mois plus tard, on a vu les photos du corps carbonisé d'Helmut Ulrich. Helmut Ulrich, ein toter Zeuge, St. Pauli-Wirt und Informant mit Kenntnissen von Korruption und Kiez. Er starb unter mysteriösen Umständen bei einem Brand in einer Autowerkstatt. Le rôle d'un médecin légiste est de traiter une maladie qui s'appelle la violence. Donc, il examine toutes les causes de décès qui ne sont pas naturelles ou qui n'ont pas de raison apparente. Je suis un des avocats du défunt, peut-être le dernier, et j'essaie de défendre ses droits. Dans le cas d'Ulrich, il était en vie, ça ne fait aucun doute. Il n'était pas sous l'emprise de la drogue ou de médicaments. Dans l'incendie, il était en pleine possession de ses moyens. Et on n'a pas pu expliquer les raisons pour lesquelles il n'en a pas réchappé. Soit il n'a pas fait attention, soit il n'a pas trouvé la sortie, soit quelqu'un l'a empêché de la trouver. Zu auffällig häuften sich seltsame Todesursachen für sogenannte V-Leute, also Nachrichtenbeschaffer aus dem Milieu, nachdem sie entweder als Kronzeugen bei Verfahren oder als schlichte Informanten vor einem Sonderkommando der Polizei Aussagen gemacht hatten. Selon certains témoignages, il y avait des listes d'indices avec les noms des mouchards qui informaient la police. 3 d'entre eux ont perdu la vie dans des circonstances très étranges. Auch der V-Mann Peter Klingebiel, ebenfalls Kenner der Szene, kann heute nicht mehr reden. Der Tote ist ein Mann gewesen mit krimineller Vergangenheit. Er wäre am 4. April 34 geworden und hat 17 Jahre lang sowohl für das Unterweltmilieu gearbeitet, als auch als V-Mann für die Polizei. Ist er vor seinem Tod bedroht worden? Er ist vor seinem Tod bedroht worden, es ist auf ihn geschossen worden, er ist zusammengeschlagen worden und man stellte ihm einen Leichenwagen vor die Tür, was in Milieukreisen als eindeutige Warnung gilt.
Klingebiel kam ums Leben, als er vor eine U-Bahn fiel. Klarer Fall von Selbstmord, so die offizielle Version. Immer noch gibt es Zweifel. Pour finir, la mort d'un informateur, Klingebiel, a été montée en épingle par les médias. Ils ont laissé entendre que des officiers de police corrompus avaient éliminé un témoin qui risquait de dénoncer leurs agissements criminels.